Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Les tensions post-électorales au Niger, des tensions qui ont éclaté après l'annonce des résultats du second tour de la présidentielle le 23 février. Le ministre de l'Intérieur recense depuis cette date 2 morts et 468 arrestations. Le Cameroun pourrait racheter une partie des actifs tchadiens du pipeline pétrolier Tchad-Cameroun. Une offre de 150 milliards de francs CFA aurait été proposée par la Société nationale des hydrocarbures du Cameroun. Et enfin, le Ghana reçoit les premiers vaccins du dispositif COVAX. 600 000 doses du vaccin AstraZeneca Oxford ont en effet été réceptionnées ce 24 février à l'aéroport d'Accra. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, la levée de l'immunité parlementaire d'Ousmane Sonko au Sénégal. L'Assemblée nationale a voté en faveur de cette mesure lors d'une session plénière organisée ce 26 février à huis clos. Les députés ont ainsi suivi les recommandations formulées par la commission ad hoc qui avait été créée pour examiner cette procédure. Pour établir ce rapport, cette commission s'était notamment appuyée sur les auditions réalisées par les gendarmes. Pour rappel, la procédure de la levée de l'immunité parlementaire avait été enclenchée après le dépôt d'une plainte contre Ousmane Sonko, une plainte déposée pour viol et menace de mort. Le Niger secoué par des tensions post-électorales après l'annonce des résultats provisoires du second tour de la présidentielle délivrée par la CENI ce 23 février. Des violences ont éclaté dans plusieurs villes du pays et notamment à Niamey. Selon le bilan fourni par le ministre de l'Intérieur, Al-Kash Alada, ce 25 février, ces troubles ont fait 2 morts et 468 personnes ont été arrêtées. Plus de précisions dans ce reportage de notre correspondant Sadou Alizé Mokhtar. Au Niger, les manifestations contre l'annonce de la victoire de Mohamed Bazoum, candidat du parti au pouvoir, se poursuivent. La situation reste toujours tendue entre opposants et forces de l'ordre à Niamey, la capitale du pays, 48 heures après la proclamation des résultats par la CENI. À Losagungu, un quartier de Niamey, des centaines de manifestants ont vandalisé et saccagé plusieurs domiciles privés, dont celle appartenant au journaliste Moussa Kaka, promoteur de la radio et télévision Saronia et correspondant de RFI à Niamey. De derrière, ils ont cassé tous les frigos, tous les climatiseurs sont cassés, donc ils ont défoncé, et puis voilà ce qui s'est passé. Comme dégâts matériels, bon, ce qui s'est passé, c'est l'agression qu'il faut condamner en fait, quoi. C'est l'agression, quoi, parce qu'ils sont venus tuer, brûler. Et c'est moi qui cherchais, c'est ma personne qui cherchait. Bon, moi, je suis un individu, je suis un journaliste. Le travail de journaliste, je le ferai même demain. Faisant le bilan des manifestations qui secouent Niamey et plusieurs villes du pays, depuis la proclamation des résultats du second tour de la présidentielle, les autorités ont annoncé 2 morts. 468 personnes ont été interpellées. D'autres personnes sont activement recherchées dans le cadre de ces troubles, selon les autorités. Les auteurs de ces exactions, de ces forfaits, on a interpellé un certain nombre d'entre eux, y compris certains hommes politiques. Et le principal responsable, il est recherché. Mais comme à ses habitudes, il est en fuite. Mais on le trouvera. Pour rappel, depuis la proclamation de Mohamed Bazoum vainqueur du second tour de la présidentielle avec 55,75% contre 44,25% pour le candidat de l'opposition Mahaman Ousmane, des violentes échauffourées opposent les militants de l'opposition aux forces de défense et de sécurité. Des heurts qui s'accompagnent d'actes de vandalisme et de pillage visant les biens privés et des domiciles appartenant à des supposés proches du pouvoir. À noter que pour la seconde journée consécutive, l'Internet est toujours bloqué dans tout le pays, particulièrement à Niamey, la capitale. Dans le reste de l'actualité, un nouvel enlèvement de grande ampleur au Nigeria. Dans l'état de Zamfara, situé dans le nord-ouest du pays, 317 adolescentes ont été enlevées dans la nuit du 25 au 26 février, alors qu'elles se trouvaient dans leur pensionnat. Selon la police de l'état de Zamfara, des hommes armés sont à l'origine de cet enlèvement. La police qui annonce par ailleurs qu'une opération conjointe a été lancée avec l'armée pour porter secours à ses élèves. Cet enlèvement rappelle un autre, celui des 344 lycéens enlevés au mois de décembre dans l'état de Katsina, puis libérés quelques jours plus tard. Un enlèvement qui avait été revendiqué par le groupe djihadiste Boko Haram.
L'actualité, c'est également un bilan qui s'alourdit au Mali après l'attaque perpétrée à Bandiagara au centre du pays. Un premier bilan faisait état de 8 morts et 9 blessés, dont 5 graves. Désormais, des sources sécuritaires et locales évoquent la mort d'au moins 9 gendarmes maliens. L'offensive survenue dans la nuit du 25 février visait, je cite, le détachement de la gendarmerie de Bandiagara, selon une source militaire. Une attaque commise par des individus armés non identifiés, précise cette même source. Adama Dionko, le président du collectif des associations de jeunes du pays d'Ogon, mentionne également des échanges de tirs qui ont causé d'importants dégâts matériels. 150 milliards de francs CFA, c'est le montant que le Cameroun pourrait débourser pour acheter une partie des actifs tchadiens du pipeline Tchad-Cameroun. L'offre aurait été proposée par la Société nationale des hydrocarbures du Cameroun. L'État camerounais entend ainsi venir en aide à son voisin confronté à d'importantes difficultés financières. Samantha Sabiro-Sabubanga. Afin de venir en aide au Tchad qui traverse une situation financière délicate, le Cameroun veut débourser 150 milliards de francs CFA pour le rachat des parts tchadiennes du pipeline. À cet effet, la Société nationale des hydrocarbures du Cameroun aurait fait cette offre pour la reprise de 21% des actions que détient la Société des hydrocarbures du Tchad sur le pipeline pétrolier Tchad-Cameroun. Dans un contexte pétrolier mondial moribond comme celui que nous traversons actuellement, doublé de la crise du coronavirus, le Tchad est dans une impasse en termes de liquidité, telle que ce serait une bouffée d'oxygène pour ce pays de vendre ses parts dans le projet de pipeline Tchad-Cameroun. Ce projet de pipeline qui est pour le Tchad piloté par Totco pourrait faire de l'argent via ce projet pour renforcer la liquidité du trésor tchadien. Ce projet, bien que non encore confirmé par les deux parties, est selon plusieurs observateurs en cohérence avec les objectifs du Cameroun qui ambitionne accroître ses gains sur cette infrastructure majoritairement située sur son territoire. En plus des conséquences liées à la crise du Covid-19, le Tchad doit en effet continuer de rembourser la dette due à ses créanciers privés internationaux. Le Tchad est actuellement dans une situation économique assez difficile. Le pays manque globalement et ponctuellement de liquidité, d'où le meilleur moment pour le Cameroun de négocier un bon prix de rachat de ses parts dans le cadre du pipeline. Et aussi, ce serait une bonne façon de normaliser, de renforcer les relations entre deux pays voisins africains et permettant à un pays d'aider le voisin à traverser des périodes difficiles. La conclusion de ce deal devra permettre au Cameroun d'augmenter ses actifs sur cette infrastructure de transport des produits pétroliers. Long de plus de 100 000 km, l'hélicoduc Tchad-Cameroun est opérationnel depuis 2003. Cette infrastructure permet d'exporter chaque année près de 40 millions de barils de pétrole produits dans les champs pétroliers tchadiens. L'Afrique reste officiellement un des continents les moins touchés par le coronavirus, mais la plupart des pays africains sont frappés par une deuxième vague sévère. C'est dans ce contexte que le Ghana a réceptionné ce 24 février les toutes premières doses de vaccins distribuées gratuitement dans le cadre de l'initiative COVAX. Ce sont au total 600 000 doses du vaccin Oxford AstraZeneca qui ont ainsi été livrées à l'aéroport d'Accra. Un sujet de la rédaction. Le Ghana inscrit son nom dans l'histoire de la plus grande campagne de vaccination de masse. Ce pays d'Afrique de l'Ouest est devenu, le 24 février, le premier bénéficiaire du dispositif COVAX, une initiative de l'Organisation mondiale de la santé qui vise à fournir gratuitement les premières doses de vaccins anti-Covid aux pays à faible revenu. Aujourd'hui, nous sommes à l'aéroport international de Kotoka à Accra au Ghana et c'est vraiment un moment historique. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de recevoir le premier lot de vaccins anti-Covid-19 par l'intermédiaire de l'installation COVAX. 600 000 doses de vaccins AstraZeneca à Oxford ont été réceptionnées à l'aéroport d'Accra. Cette livraison marque le coup d'envoi de la campagne de vaccination au Ghana, où 80 759 cas de coronavirus ont été recensés, dont 582 décès. Au total, le pays attend 2,4 millions de doses de vaccins du dispositif COVAX, même si quelques difficultés d'acquisition semblent se profiler à l'horizon. Certains pays riches sont actuellement en train d'approcher les fabricants pour s'assurer l'accès à des doses de vaccins supplémentaires, ce qui a un effet sur les contrats avec COVAX. Bien qu'historique,
Cette première livraison de doses de vaccin ne couvre que 1% de la population ghanéenne. Le ministre de la Santé a donc décidé d'accorder une autorisation d'urgence pour l'utilisation du vaccin Sputnik V. Le Ghana devient ainsi le 31e pays au monde à autoriser le vaccin russe et le 5e du continent africain. Des chiffres alarmants. Au Tchad, une enquête nationale a révélé qu'environ 1,8 million d'enfants souffrent de malnutrition aiguë. Pour faire face à ce phénomène, le gouvernement et ses partenaires ont lancé le programme Sécurité alimentaire et nutritionnelle. Plus de précisions dans ce reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan. Au Tchad, environ 1,8 million d'enfants âgés de 0 à 5 ans souffrent de malnutrition aiguë selon une récente enquête nationale. 6 provinces sur 23 sont classées en situation d'urgence critique. En réponse à ce phénomène, le gouvernement et ses partenaires, à travers le programme Sécurité alimentaire et nutritionnelle, veulent désormais aider les communautés affectées à produire localement les aliments nécessaires pour équilibrer leur alimentation. 24 sites qui seront aménagés avec environ 97 seuils de pandage pour une superficie estimée au total de 1013 hectares, donc de terres à récupérer. Des appuis en moyens d'exor au profit donc des producteurs ruraux pour l'appui à l'augmentation des productions, surtout maraîchères, à travers un accompagnement par des opérateurs de proximité dont le processus est en cours. La malnutrition demeure un problème majeur de santé publique au Tchad et sa prise en charge sanitaire continuelle coûte de plus en plus cher à l'État. Pour lutter efficacement contre ce fléau, les autorités, à travers ce programme, comptent miser sur la prévention en facilitant l'accès à l'eau potable, à des services d'assainissement et à des soins de santé de proximité. J'encourage les autorités, en premier rang duquel le gouverneur lui-même, monsieur le maire de la ville, tous les représentants, à s'assurer que le projet annoncé soit mis en œuvre de manière rationnelle à atteindre les objectifs pour lesquels les moyens importants ont été consentis. J'aimerais beaucoup aussi inviter les bénéficiaires potentiels à participer, à se mettre au devant de la scène pour espérer profiter de ces moyens que nous mettons à leur disposition. Pour rappel, en 2020, le gouvernement tchadien, en partenariat avec l'Union européenne et le Programme alimentaire mondial, ont initié et mis en œuvre le programme Sécurité alimentaire et nutritionnelle, financé à environ 100 milliards de francs CFA. Une initiative qui vise à sortir 3 millions de personnes de l'insécurité alimentaire d'ici 3 ans. Le 7 mai 2020, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture publiait un rapport inquiétant, un rapport selon lequel la déforestation en Afrique s'est accélérée au cours de la dernière décennie. Dans les détails, le continent a perdu par an 3,9 millions de surfaces forestières durant cette période. Les explications d'Abenelji. Selon la Commission économique pour l'Afrique, le continent a perdu environ 3,9 millions d'hectares de forêt par an, plus que tout autre continent entre 2010 et 2020. À l'occasion du forum régional qui vise à faire progresser la mise en œuvre intégrée du programme 2030 et de l'agenda 2063, il a été souligné l'importance de rebâtir nos systèmes socio-économiques en tirant parti des opportunités qu'offrent les trajectoires de développement vert. Il faut dire que nous avons besoin d'une véritable stratégie de dialogue, d'inclusion des acteurs du secteur privé à l'initiative FCI. C'est l'initiative Faciliter le climat des investissements qui a été créée en 2008 en Tanzanie. C'est une initiative publique-privée à laquelle les donateurs, les entreprises locales, les entreprises internationales, les multinationales et les ONG collaborent pour assainir le climat des investissements au niveau national, régional et continental. L'Afrique est le seul continent au monde où le recul de la forêt s'est accéléré cette dernière décennie, selon un rapport dévoilé le 7 mai 2020 par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO. Alors que l'Amérique latine a divisé par 2 le rythme de perte de ses surfaces arborées, en Afrique, le recul de la forêt s'accélère. C'est effectivement une très mauvaise nouvelle pour le continent africain. Une explication, c'est certainement la croissance démographique dans la région. Beaucoup de déforestation dans la région sont dues à l'agriculture de subsistance à petite échelle. Un recul insignifiant de la pauvreté
combiné à la croissance démographique, fait que la pression sur les forêts est augmentée. Par ailleurs, l'Afrique fait partie des continents où la proportion de forêts bénéficiant de plans de gestion durable, 24%, est l'une des moins importantes. Beaucoup d'actions sont menées, notamment à partir de l'initiative La Grande Muraille Verte, programme phare du continent africain pour combattre les changements climatiques et la désertification et lutter contre l'insécurité alimentaire et la pauvreté. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.